En 1928, personne n'a vu les signes. Banquiers, économistes, investisseurs, tous aveugles. Et maintenant, les mêmes signes clignotent en rouge devant vous. La valorisation extrême des actifs et le crédit facile ne sont que le sommet de l'iceberg. Et ici, je vais vous montrer les 6 indicateurs techniques à surveiller qui indiquent que nous sommes confrontés à une crise aussi grande que celle de 1929 et des stratégies pratiques de protection basées sur ces données historiques. Pour comprendre ce qui se passe maintenant, il faut voir ce qui s'est passé avant. Entre 1920 et 1929, le marché américain a augmenté de 400%, mais cela n'était pas soutenu par des bénéfices réels, mais par de la pure spéculation, alimentée par un crédit bon marché. Les investisseurs achetaient des actions avec seulement 10% d'apport et finançaient les 90% restants. Les entreprises de radio étaient les grandes stars de l'époque. Elles se négociaient à 500 fois leurs bénéfices annuels. Les analystes affirmaient que les métriques traditionnelles n'étaient plus applicables, car la technologie avait tout changé. La Radio Corporation of America valait plus que des entreprises centenaires de fabrication. L'argument était toujours le même. Cette fois, c'est différent. Mais ce n'est jamais le cas. Tandis que les prix des actions augmentaient, la richesse se concentrait au sommet. La classe moyenne travaillait, mais son pouvoir d'achat réel stagnait. Les riches devenaient plus riches en achetant des actifs qui s'envolaient. Les travailleurs restaient à la traîne. Ce déséquilibre a créé une économie fragile, soutenue par la dette et non par la consommation réelle. Lorsque les prix ont commencé à chuter en septembre 1929, les investisseurs enlevés ont reçu des appels de marge. Ils devaient déposer plus d'argent ou vendre leur position. La plupart n'avaient pas d'argent supplémentaire. Ainsi, les ventes forcées ont fait chuter les prix encore plus bas. Plus d'appels de marge, plus de ventes. La chute est devenue incontrôlable. Entre septembre et novembre de cette année-là, le Dow Jones a perdu 48% de sa valeur. Des fortunes construites en une décennie ont disparu en quelques semaines. Mais le pire était encore à venir. Des millions de personnes ont perdu toutes leurs économies du jour au lendemain. Entre 1929 et 1933, plus de 10 000 banques ont fait faillite aux États-Unis. Et le retour total du marché a pris 25 ans. Ce n'est qu'en 1954 que les investisseurs sont revenus au niveau de 1929. Et en ce moment, nous nous trouvons devant 6 indicateurs qui se répètent exactement comme en 2025. Et lorsque vous arriverez à l'indicateur numéro 5, vous comprendrez pourquoi les banques régionales sont silencieusement en panique. Faites attention à cela. Le premier indicateur est la concentration de la richesse. Lorsque l'argent s'accumule au sommet de la pyramide, la consommation réelle de l'économie s'effondre. Les riches ne peuvent acheter qu'une quantité limitée de voitures, de maisons et de produits. La véritable croissance économique provient de la classe moyenne dépensant de l'argent qu'elle possède réellement. Aujourd'hui, le 1%, le plus riche, contrôle 32% de l'ensemble de la richesse mondiale. En 1929, ce chiffre était de 23%. Nous sommes dans une situation pire. Vous pouvez le suivre à travers les rapports trimestriels de la Réserve fédérale sur la distribution de la richesse. Lorsque l'inégalité atteint ces niveaux, la croissance devient insoutenable. Le deuxième indicateur, c'est la valorisation extrême des actifs. Le rapport cours-bénéfice, ou ratio CB, fonctionne comme un thermomètre de spéculation. Plus il est élevé, plus les investisseurs payent pour chaque euro de bénéfice réel. Les entreprises technologiques se négocient aujourd'hui avec un CB supérieur à 100. Certaines n'ont même pas de bénéfices, mais valent des milliards. Cela vous semble absurde ? C'est exactement ce qui est arrivé aux entreprises de radio en 1929. La logique était la même qu'aujourd'hui. Une technologie révolutionnaire justifie n'importe quel prix. Mais les prix déconnectés des fondamentaux finissent par se réaligner avec la réalité. L'indice Shiller-CB, qui ajuste les bénéfices par cycle économique, est supérieur à 30. Historiquement, au-dessus de 25, cela signale une bulle. Voici maintenant l'indicateur qui me tient éveillé la nuit. Le troisième indicateur est la levier systémique. La dette totale en pourcentage du PIB montre à quel point le système est fragile. Et préparez-vous, car ce chiffre va vous choquer. En 1929, la dette privée représentait 150% du PIB américain. Cela paraissait beaucoup à l'époque. Aujourd'hui, la dette totale combinée des gouvernements, des entreprises et des consommateurs représente 350% du PIB mondial. La dette des entreprises a explosé. La dette étudiante en Europe et en Amérique a dépassé 1,5 trillion d'euros. Les hypothèques que les gens ont du mal à rembourser.
La marge sur les actions est revenue au niveau de 1929. Chaque catégorie de levier est une bombe individuelle. Ensemble, elles forment un système plus fragile qu'à tout autre moment de l'histoire. Le quatrième indicateur est le crédit facile et les taux d'intérêt artificiellement bas. Des taux d'intérêt bas alimentent des bulles car ils rendent l'argent bon marché. Dans les années 1920, la Réserve fédérale maintenait des taux autour de 4%, considérés comme bas pour l'époque. Entre 2008 et 2022, nous avons vécu une décennie entière avec des taux proches de zéro. La Banque centrale européenne a même atteint des taux négatifs. Cela a créé des entreprises zombies, des sociétés vont voir qui ne survivent qu'en refinançant leurs dettes bon marché. Lorsque les taux augmentent, ces entreprises meurent. Le cinquième indicateur est l'effondrement silencieux des biens immobiliers commerciaux. Les biens immobiliers commerciaux fonctionnent comme le canari dans la mine de charbon. Ils meurent en premier. Après 2020, le taux d'occupation moyen des bureaux en Europe est tombé à 40%. Le télétravail a vidé les centres commerciaux. Les banques régionales européennes détiennent environ 500 milliards d'euros d'actifs immobiliers commerciaux qui valent beaucoup moins que ce qui est enregistré dans les bilans. Si elles reconnaissent ces pertes, elles peuvent en faire faillite. En 1929, les biens immobiliers ont commencé à chuter 6 mois avant l'effondrement des actions. Et aujourd'hui, les fissures commencent déjà à apparaître. Le sixième et dernier indicateur est le sentiment du marché. Les sommets de marché se produisent toujours lorsque l'euphorie est à son comble et que personne ne voit de risque. Des phrases comme « cette fois, c'est différent ». L'intelligence artificielle a tout changé. L'indice de confiance des consommateurs est à des niveaux historiques tandis que la dette explose. En 1928, les gros titres des journaux parlaient d'une nouvelle ère de prospérité permanente. Personne n'a peur, et c'est exactement à ce moment-là que vous devriez l'être. Vous venez de voir ces 6 signaux, mais reconnaître le risque n'est que la moitié de l'équation. Mais il est important de comprendre qu'il existe des différences entre 1929 et aujourd'hui. Certaines peuvent rendre la crise moins sévère, d'autres peuvent l'aggraver. La première différence réside dans les outils des banques centrales. En 1929, la Réserve fédérale n'avait pas d'expérience avec des crises de ce genre. Lorsque la panique a commencé, elle a réduit le crédit exactement au pire moment. Cela a aggravé l'effondrement au lieu de le contenir. Aujourd'hui, c'est différent. La Réserve fédérale et la Banque centrale européenne peuvent imprimer de l'argent sans limite. Ils disposent d'instruments de liquidité sophistiqués qui n'existaient pas il y a 100 ans. C'est un énorme avantage, mais cela a un coût, l'inflation. Lorsque vous imprimez des trillions pour éviter un effondrement déflationniste, le pouvoir d'achat de la monnaie diminue. Le résultat probable n'est pas une chute abrupte comme en 1929, mais une crise plus longue et moins aiguë où vous perdez de l'argent lentement à cause de l'inflation. La deuxième différence est l'interconnexion mondiale des marchés. En 1929, les marchés étaient relativement isolés. L'effondrement de Wall Street a mis des mois à se propager complètement en Europe. Aujourd'hui, nous vivons dans un système interconnecté. Un problème à Tokyo devient une crise à Francfort en quelques minutes. Il existe des mécanismes de rupture qui stoppent les négociations en cas de chute extrême. Mais cela peut créer des ventes en attente. Lorsque le marché rouvre, tout le monde essaie de vendre en même temps. Les chutes peuvent être plus rapides et plus intenses que tout ce qui a été observé en 1929. La troisième différence est la dépendance technologique. En 1929, 40% de la population américaine vivait en zone rurale. Les gens savaient cultiver des aliments, réparer des choses, survivre sans système complexe. Aujourd'hui, 83% de la population européenne vit dans des zones urbaines. Nous sommes complètement dépendants des chaînes d'approvisionnement mondiales, des paiements numériques et de la logistique juste à temps. Un effondrement financier sévère peut affecter les systèmes de paiement. Il peut interrompre la distribution des aliments. La sécurité alimentaire moderne est beaucoup plus fragile. Cela signifie que la préparation ne peut pas seulement porter sur les actifs à acheter. Elle doit inclure une résilience pratique. Maintenant, la question que vous voulez vraiment savoir, que faire de votre argent avant qu'il ne soit trop tard ? Je vais me concentrer sur un profil conservateur de protection maximale, basé sur ce qui a historiquement fonctionné lors de crises similaires. L'objectif de cette stratégie est simple. D'abord la protection, ensuite la croissance. L'allocation suggérée place 40% de votre patrimoine dans de l'or physique et de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'entre 1929 et 1933,
Alors que les actions chutaient de 89% et que les banques faisaient faillite, l'or a conservé son pouvoir d'achat. En réalité, l'or a été réévalué de 20 à 35 $ l'once en 1934. Ceux qui possédaient de l'or physique ont vu leur patrimoine augmenter pendant que tout s'effondrait. Mais attention, de l'or physique, pas des ETF. Les barres certifiées d'une once sont idéales. Stockez-les dans un coffre bancaire ou dans une assurance habitation robuste. Les 30% suivants iront dans des obligations d'État à court terme. Pourquoi ? Pour la liquidité et la sécurité du principal. Vous pouvez les vendre rapidement si vous avez besoin d'argent. La valeur ne fluctue pas beaucoup. Évitez les obligations à long terme de 10 ou 30 ans. Lorsque les taux d'intérêt augmentent, les obligations à long terme perdent une part significative de leur valeur. Le court terme vous protège de ce risque. Les gouvernements peuvent imprimer de l'argent pour payer leurs dettes. Les entreprises ne le peuvent pas. C'est pourquoi privilégier les obligations publiques et non les obligations d'entreprise. Ensuite, 20% en liquidité, la moitié en espèces, l'autre moitié sur un compte courant. L'argent liquide est plus important que vous ne l'imaginez. Entre 1000 et 20 000 euros en billets gardés chez vous. En cas de ruée bancaire ou d'échec des systèmes de paiement numériques, vous disposez de ressources immédiates. L'autre moitié doit être répartie sur des comptes courants de différentes banques. C'est la limite de l'assurance des dépôts en Europe. Si une banque fait faillite, vous ne perdez pas tout. Les liquidités peuvent sembler improductives, mais en période de crise, elles deviennent des opportunités. Pendant que les autres vendent dans l'urgence, vous achetez en solde et ne paniquez pas. Les 10% restants iront vers des actions d'entreprises essentielles qui versent des dividendes. Des services publics comme l'électricité, les produits alimentaires de base, la santé, des secteurs que les gens ne peuvent pas se permettre de ne pas utiliser même en temps de crise. Le critère est strict, un historique de 20 ans ou plus de dividendes croissants avec des bénéfices. Ces entreprises ont prouvé leur capacité à générer des liquidités quel que soit l'environnement. Mais voici le secret qui sépare ceux qui survivent de ceux qui prospèrent en période de crise. Vous devez établir une liste d'observation d'entreprises de haute qualité. Des entreprises que vous aimeriez posséder, mais qui sont aujourd'hui trop chères. Critère simple, un bilan solide avec peu de dettes, des flux de trésorerie positifs chaque année, une direction claire dans le secteur. Lorsque le marché entre dans la panique et que ces entreprises chutent de 40, 50, 60%, vous achetez, pas avec tout votre argent en une seule fois. Investissez un montant fixe chaque mois. Ne cherchez pas à deviner le fond, personne n'y parvient. Achetez pendant que ça descend, achetez au fond, achetez à la première montée. Configurez cette structure dans les 30 prochains jours. N'attendez pas le moment parfait, il n'existe pas. Et la leçon la plus importante, de 1929. Ceux qui ont acheté des actions entre 1932 et 1934, au fond de la dépression, ont multiplié leur patrimoine par 10 jusqu'en 1000. 950, ce n'était pas de la chance, c'était de la patience et du capital disponible quand personne d'autre n'en avait. Les crises transfèrent la richesse de ceux qui sont endettés à ceux qui ont de la liquidité et de la patience, de ceux qui paniquent à ceux qui suivent un plan. Et vous venez de voir ce plan. Si cette analyse vous a aidé à réaliser que 1929 pourrait se répéter, inscrivez-vous maintenant. Aimez pour que davantage de personnes se protègent avant qu'il ne soit trop tard. Se préparer n'est pas de la paranoïa, c'est de la rationalité. Surtout que ce ne sont pas les seuls signes de crise actuellement. Le prix de l'or signale également une grande crise. Pour comprendre cela, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran. Nous nous voyons là-bas.